Bonsoir. Ce soir, nous avons une grande chance, c'est d'avoir parmi nous Frédéric Pierru. C'est un politologue, sociologue, chercheur. Il est très loin, il est à Lille. Et il a bien voulu descendre ici. Il est très pris, très demandé. Et il travaille, entre autres, à Sciences Po, à la chaire d'économie de la santé avec Didier Tabuteau. Et il a fait de nombreux ouvrages, mais parmi lesquels je citerai Hippocrate, malade de ses réformes, L'hôpital en réanimation, Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, L'hôpital en sursis, idées reçues sur le système hospitalier. Vous voyez que les idées reçues nous sont communes. Avec le professeur Grimaldi, avec Tabuteau donc de Sciences Po et d'autres, il avait fait le livre Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire. Et tout récemment, il est à l'origine, avec les mêmes auteurs d'ailleurs, de l'appel pour un débat public sur la santé qu'on mettra sur le site de la JET et qui, lui, a été signé par de nombreux politiques, élus, militants, syndicaux et des gens de droite, de gauche, du centre. Donc cet appel pour un débat public sur la santé, c'est tout à fait d'actualité et donc je vous incite à venir le signer, à le faire signer. Pourquoi je l'ai fait venir ce soir? Parce que je pense que la crise, les problèmes économiques au niveau européen et dans notre pays ont un retentissement sur la santé. Donc je souhaitais avoir quelqu'un de qualifié sur ce sujet. Mais alors, cerise sur le gâteau, c'est qu'il va peut-être nous présenter une façon en temps de crise de maintenir une égalité d'accès aux soins pour tous, qui est notre souhait au comité de défense d'Albi. Merci Jean, je suis effectivement ravi d'être parmi vous ce soir dans cette ville que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé superbe. C'est quand même très, très, très sympathique d'être ici. Alors oui, voilà, donc la commande c'était plutôt de... Alors je ne vais pas parler que de sécurité sociale, même si effectivement les combats que je mène avec Grimaldi et d'autres portent essentiellement actuellement sur le financement de la santé, et j'y reviendrai peut-être en fin d'exposer sur les enjeux de l'extension continue du champ des complémentaires santé dans le financement des dépenses, avec tout l'aspect régressif, injuste et inefficient que cette extension souterraine porte en elle, comme... oui, voilà. Mais je vais être dans un propos peut-être un peu plus global, dans le sens où il me semble que c'est la première fois que je fais une conférence sur ce sujet. Alors j'ai revu pour vous toute la littérature scientifique, voilà, donc j'ai fait un bilan de l'état des connaissances sur le sujet, c'est-à-dire finalement en quoi la crise économique, la récession économique, est-elle une menace ou pas? Et vous allez voir que là, en termes d'idées reçues, il y en a des idées reçues. Est-elle une menace sur la santé publique, sur les indicateurs de santé publique, sur l'espérance de vie? Vous savez qu'il y a eu toute une polémique autour, par exemple, du constat selon lequel on verrait une baisse de l'espérance de vie en bonne santé dans certains pays qui se sont vus appliquer une thérapie de choc, on pourrait dire néolibérale, on va la formuler comme ça. Je pense à l'Allemagne après les lois Hartz IV, etc. Et donc effectivement, de mesurer avec vous finalement en quoi est-ce que la crise économique, la récession économique est une fatalité pour la santé, ou est-ce que c'est peut-être, et c'est là la thèse, c'est l'austérité qui est une menace pour la santé. Ce n'est pas la crise en elle-même, ça sera la thèse que je défendrai aujourd'hui, ce n'est pas la récession économique qui détériore en elle-même les indicateurs de santé publique, c'est plutôt les politiques d'austérité que au nom de la récession économique, c'est ces politiques d'austérité qui menacent plutôt la santé publique, en tout cas les indicateurs de santé publique. Alors, je rappelle, donc ça sera quelque chose qui porte plus sur la santé publique, avec finalement un thème qu'on évoque très peu en France. Enfin, on commence à l'évoquer, mais il y a une spécificité française, c'est que quand on parle santé, on fait une équation, on fait santé égale médecine. C'est-à-dire qu'on considère que finalement la santé est soluble dans la médecine.
Et que finalement, quand on parle des inégalités de santé en France, on parle des inégalités d'accès aux soins. Or, la santé, c'est quelque chose de bien plus large. On commence à le savoir avec les préoccupations environnementales que la médecine. Et il faut quand même savoir, je le dis toujours parce que ça étonne les gens, mais vous savez qu'en épidémiologie, en santé publique, en fait, on explique les progrès sanitaires, notamment de l'espérance de vie, par des facteurs extramédicaux. C'est-à-dire qu'en gros, la médecine explique 30% des gains d'espérance de vie. Ça veut dire que 70% de ces gains d'espérance de vie sont dus à des facteurs non médicaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Là, c'est le membre du Haut Conseil de la santé publique qui vous parle, c'est-à-dire tout ce qui relève des conditions de vie, de travail, de logement, la qualité du lien social, et j'y reviendrai, c'est là-dessus. Donc c'est moins sur la médecine que je vais m'appesantir ce soir que sur ces fameux 70% déterminants sociaux de la santé, dont on ne parle finalement que très peu. Alors on en parle de plus en plus, hein, mais je prends par exemple, mais on pense quand même que c'est une fatalité. Alors qu'est-ce que j'entends par inégalité sociale de santé? Ce sont finalement les inégalités, ce qui nous intéresse le plus, les inégalités devant la maladie et la mort. D'accord ? La médecine, là-dedans, n'est qu'un moyen pour les réduire. On n'accède pas aux soins pour accéder aux soins. On accède aux soins pour réduire les inégalités devant la maladie et devant la mort. Et en France, et avec Thierry Lang au Conseil de la santé publique, on dit finalement qu'en France, on considère les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire ces inégalités devant la maladie et la mort, qui sont des inégalités entre groupes sociaux, hein, mais aussi territoriales de santé, eh bien, c'est une fatalité. Ces inégalités sont une fatalité. Et qu'en quelque sorte, c'est normal, on n'y peut pas grand-chose qu'un cadre vive 7 ans de plus qu'un ouvrier. Et qu'en plus, il vit 7 ans de plus, mais en meilleure santé. C'est-à-dire que pour l'ouvrier, c'est une double peine. Voilà. Et on ne mesure pas à quel point aussi ça doit re-questionner aussi la façon dont fonctionne notre système de santé, parce que c'est aussi un message que je tiens à faire passer. Il ne faut pas être conservateur en la matière. Notre système de santé, il ne faut pas regretter un âge d'or. Vous voyez, il était bien, notre système de santé, il avait ses avantages, il avait ses inconvénients, il avait ses forces, ses faiblesses, mais en même temps, il a toléré, si vous voulez, de fortes inégalités devant la maladie et la mort. Donc, en quelque sorte, il faut à la fois réactiver le fonds égalitaire et solidaire qui est actuellement menacé de notre système de santé, mais en même temps, le réactualiser, c'est aussi tirer les leçons aussi de ses échecs pour l'améliorer. Voilà. Et donc, il ne faut pas non plus se crisper, parce que j'entends souvent sur le programme du CNR, revenons au programme du CNR, ce qui est bien, mais le programme du CNR, il était bien plus ambitieux que ce qu'on en dit, et il me semble que défendre le système de santé, c'est aussi contribuer à penser ses faiblesses, à y remédier. Voilà. Et donc, ces inégalités sociales de santé, elles sont systématiques, elles sont, alors je reviendrai, socialement construites, et elles sont donc injustes, profondément injustes. Et elles sont modifiables, elles ne sont pas une fatalité. On peut remédier, on peut réduire les inégalités devant la maladie et la mort. Alors, est-ce qu'on peut le faire en période de récession économique ? Ça, c'est la vraie question. Alors, une santé inégalement socialisée. Alors, l'idée, c'était, et une crise aux effets amplifiés par l'austérité, le deal un peu avec Jean, c'était de faire une ouverture comparative. Alors, autant vous dire qu'une ouverture comparative en moins d'une heure, c'est complètement désespéré. Donc je ne vais pas vous faire une mise à plat des systèmes de santé. Alors vous voyez, j'avais un tableau, j'hésite à le mettre là parce que voilà, mais en fait, si vous voulez, en gros, on a 3 grands types de systèmes de santé. On a ce qu'on appelle les systèmes nationaux de santé, dont je dirais l'emblème ou la figure caricaturale ou idéal typique, comme on veut, c'est le système national de santé britannique, le NHS, le National Health Service. Et là, vous avez un système qui est complètement financé par l'impôt, qui est complètement dirigé par l'État, et qui, en fait, c'est l'équivalent, le NHS, de notre enseignement public en France. Vous voyez, c'est géré bien centralement, vous voyez, et c'est complètement financé par l'impôt. Ceux qui y travaillent sont quasi des fonctionnaires ou quasiment des fonctionnaires. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, vous savez, en Angleterre, il n'y a pas de spécialistes de ville, par exemple. C'est-à-dire, tous les spécialistes sont à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez passer par un médecin généraliste qui va vous adresser à l'hôpital. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous dire aussi que les systèmes de santé, c'est dur de les comparer
Donc, je vous le dis comme... Vous savez, les journalistes, les éditorialistes, ils font des comparaisons comme ça entre... Vous savez, ils comparent, c'est un comparateur fou. Vous voyez, donc Jean-Michel Apathy, vous voyez le genre. Bon, vous voyez, donc les mecs ils font ah bah oui les Allemands ils font comme ci, les Anglais ils font comme ça. Enfin, quand vous entendez ça et que vous êtes expert des systèmes de santé, vous êtes ébahi, voire consterné par le niveau de ces comparaisons, parce que c'est très compliqué. On en discutait avec Jean en venant. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a trop d'hôpitaux en France, trop de lits d'hôpitaux en France? Eh ben c'est beaucoup plus compliqué que de dire ah bah non il y en a moins en Allemagne, enfin, etc. Parce que les systèmes sont organisés très différemment. Voyez, donc, par exemple, je prends l'exemple de l'Angleterre, des systèmes nationaux de santé. En Angleterre, pourquoi il y a moins de lits hospitaliers? C'est parce qu'il y a une médecine de premier recours qui est très organisée, alors que nous, on a une médecine libérale qui est complètement dérégulée. J'y reviendrai. Liberté d'installation, paiement à l'acte, bientôt les dépassements d'honoraires, etc. Donc, alors qu'eux, ils ont quelque chose de beaucoup plus organisé en amont. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir moins en aval avec l'hôpital. Nous, si on a tant besoin des hôpitaux et qu'on est aussi crispé sur nos hôpitaux, c'est parce qu'il y a des catégories entières de la population qui ne peuvent pas recourir aux soins de premier recours, faute de trouver un médecin, soit de trouver un médecin en secteur 1, etc. Donc on ne peut pas comparer comme ça, dans l'absolu, il faut connaître les fonctionnements des systèmes. Donc vous avez les systèmes nationaux de santé, vous avez, nous, ce qu'on connaît bien, les systèmes d'assurance maladie. C'est-à-dire, alors tout est dit dans assurance maladie. Vous voyez que tout notre système, nous, on a une assurance maladie, on a une caisse nationale d'assurance maladie. Ça veut bien dire que nous, notre objectif, c'est pas du tout la santé. C'est de rembourser des feuilles de soins. C'est ça. Assurance maladie, c'est une assurance qui vous indemnise quand survient le risque maladie. Vous voyez, donc toute la différence est là. Les systèmes nationaux de santé, ils sont organisés. Pourquoi on y fait plus de prévention? Parce qu'ils sont organisés de telle manière qu'on va y faire de la prévention, que la prévention a sa place dans la médecine générale, etc. En France, en quelque sorte, notre système, vous savez, on dit souvent « Ah, on ne fait pas de prévention en France, on ne fait pas assez de prévention, on me fait toujours rire ». Plus on le dit, plus les budgets de la prévention baissent. De toute façon, ça c'est un fait. Bon. Et ça c'est remarquable. Et en plus, on dit on va faire de la prévention pour économiser de l'argent. Vous savez, parce que quand vous discutez avec un politique, il va vous dire bah, vaut mieux prévenir que guérir. Vous voyez, sagesse populaire. Alors je vais vous faire un scoop. J'espère que vous êtes bien assis. Vous êtes prêts? Première idée non reçue, véritable, 100% d'une classe d'âge est mortelle. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, si vous ne mourrez pas de quelque chose, il y a une forte probabilité que vous mouriez d'autre chose. Et alors, il se trouve qu'on a tellement, par exemple, bien prévenu et guéri les maladies infectieuses qu'on a fait apparaître les maladies chroniques. Donc, en un sens, le succès de notre système de soins, c'est d'avoir fait apparaître des maladies chroniques dont que la médecine ne guérit pas, mais dont la médecine nous permet de vivre avec, mais qui coûtent très cher. Donc, en quelque sorte, la prévention n'a jamais permis d'économiser 1 euro. C'est une vue de l'esprit. Par contre, la prévention, j'y reviendrai, elle permet de réduire les inégalités devant la maladie et la mort. C'est pour ça qu'il faut faire une politique de prévention, pas sous un angle budgétaire strict. Voilà. Donc nous, on a un système d'assurance maladie, alors on le connaît, c'est des caisses professionnelles, souvent, basées sur des professions, et puis financées par des cotisations sociales. Notre système ressemble de moins en moins à ça. Et puis géré par les partenaires sociaux, avec une médecine libérale, des hôpitaux. Bon, je ne développe pas, mais il faut avoir quand même les grandes organisations. Et puis vous avez un système qu'on appelle libéral résiduel, qui est un peu un système à l'américaine. Alors je le mentionne parce que nous allons vers ça. C'est-à-dire qu'en gros, dans un système à l'américaine, vous avez une assurance publique qui prend en charge toutes les populations dont les assureurs privés ne veulent pas. C'est-à-dire les retraités, les plus malades, les handicapés, les pauvres. Donc vous avez par exemple aux États-Unis Medicare et Medicaid. Alors je vous dis ça parce que ce qui est en train de se passer dans notre système de santé, alors qu'Obama cherche à copier une sécurité sociale à l'européenne, nous on est en train de faire un système à l'américaine. D'ailleurs on copie le cancre. D'accord? Même eux n'en veulent plus. Et on nous le vend un peu sous le manteau. Il faut bien le dire, parce que qu'est-ce qu'est en train de faire la sécurité sociale? J'y reviendrai, c'est l'idée de la pétition, c'est que insidieusement, notre sécurité sociale, qui était universelle, est en train de se recentrer sur les plus malades et les plus démunis, c'est-à-dire les affections de longue durée et les soins hospitaliers, donc les plus malades, étant entendu que 5% de la population consomme 60% des dépenses de santé. D'accord? C'est-à-dire que le risque santé, il est concentré sur quelques têtes. Bon, très malades. Bon.
Et puis, elle est en train, la sécurité sociale, de se désengager du financement des soins courants. Aujourd'hui, 50%, bientôt moins, qui sont en gros, et ces soins courants sont financés de plus en plus par qui? Par les assureurs privés, que ce soit les vrais assureurs privés ou le faux-nez des assureurs privés que sont aujourd'hui les mutuelles. Donc, clairement, vous avez une dissociation entre une assurance publique qui se recentre sur les plus malades et les plus démunis, CMU, ALD, hôpital, et puis les assureurs privés qui sont en train et les mutuelles, les complémentaires santé, qui sont en train de prendre en charge les soins courants, c'est-à-dire les rentables, les malades rentables, les petites affections, une rhinopharyngite, un rhume, une angine, etc. Bon, là, vous pouvez y aller, ça coûte... Ça, c'est intéressant. Eh bien, un assureur privé ne voudra jamais d'un diabétique de 65 ans. Vous voyez? Bon, ça, c'est pas rentable. Disons, toute la population, les 5% de la population qui consomment 60% des dépenses de santé, les assureurs privés, ils en veulent surtout pas. Vous voyez, leurs appétits et leur goût de la privatisation s'arrêtent là. Ça, c'est pour la collectivité. Hein? Bon, on connaît comment ça fonctionne, hein, privatisation des profits et socialisation des pertes. Ça, on n'a jamais trouvé mieux, hein, comme formule. Bon, voilà, donc j'en finis là, mais il faut avoir en tête que de plus en plus, les systèmes de santé s'hybrident, mais enfin, il faut retenir ces trois modèles, en fait, en tête. Bon, je le dis comme ça. Alors juste, je donne quelques chiffres. Alors quand je disais une santé inégalement socialisée, je dis ça parce que pour nous culpabiliser, souvent, on dit « Oh, la France, elle consomme », alors là, ça c'est les chiffres de 2008, mais ça a encore augmenté, elle consomme plus de 11% de son PIB, de sa richesse nationale, elle consacre à la santé. Alors on se dit, catastrophe, on se tire les cheveux, pourquoi on est aussi mauvais, on est nul, qu'est-ce qui se passe? Alors je rappelle quand même que dépenses de santé sur PIB, c'est un ratio. Ça veut dire qu'en fait, le ratio peut augmenter, soit parce que le numérateur augmente plus vite que le dénominateur. Donc on peut très bien dire, et on va le voir, que les dépenses de santé, ce n'est pas notre problème. On va voir, on a été très sage sur la croissance des dépenses de santé, et d'ailleurs on est de plus en plus sage. Les dépenses de santé n'ont jamais aussi peu augmenté qu'aujourd'hui. Mais c'est parce que le PIB s'effondre. Donc, en quelque sorte, mécaniquement, les dépenses de santé s'alourdissent, le poids des dépenses de santé s'alourdit dans la richesse nationale. Donc, vous voyez, on ne peut pas, si vous voulez, on peut pas dire de ce tableau, vous allez voir, on ne peut pas dire de ce tableau que les dépenses de santé explosent en France. Et c'est pourtant ce qu'on dit, souvent. Vous voyez, on est mauvais, on dépense trop, etc. Non, c'est simplement qu'on n'a pas assez de richesse, on ne produit pas assez de richesse pour financer ces dépenses de santé. La France arrive en 8e position environ, c'est-à-dire qu'on est complètement dans la moyenne en fait. Quand on ramène le nombre de dépenses de santé par tête, ce qui est quand même l'indicateur clé, effectivement on s'aperçoit. Alors j'attire votre attention sur la Grèce. Je ne sais plus s'il est là-dedans, la Grèce. Non, il n'y est pas d'ailleurs. Non, c'est dans le suivant. Mais ben voilà la Suisse. Mais enfin, vous voyez quand même qu'en gros, de ce tableau figure une loi en termes de santé publique qui est imparable, c'est que plus un pays est riche, plus il consacre à sa santé. C'est-à-dire que clairement, de l'autre côté, vous avez les pays de l'Est, en transition économique, et puis de tous les autres côtés, vous avez les pays de l'Europe de l'Ouest, enfin les pays les plus développés. Donc clairement, il n'est pas anormal, d'un point de vue de l'économie de la santé, que plus un pays s'enrichit, plus il consacre à sa santé. Alors, je dis ça, je le passe rapidement, mais juste pour remettre une idée reçue en cause, vous voyez que la croissance annuelle des dépenses de santé par habitant, vous apercevez que la France a été très sage. Il n'y a pas du tout d'explosion des dépenses de santé en France, donc on n'a pas à nous culpabiliser collectivement. D'accord ? La croissance, on est en dessous de la moyenne européenne. D'accord ? Donc nous avons fait un vrai effort, et il y a des pays qui ont cherché à rattraper leur retard, je pense notamment à l'Angleterre, mais si j'avais le temps, je pourrais vous développer, mais je ne vais pas le faire. Donc voilà. Non, mais ceci pour dire qu'il faut arrêter de dire qu'il y a une explosion des dépenses de santé en France. Il n'y a pas d'explosion des dépenses de santé en France, et nous sommes, comparés aux autres pays, puisque c'est la comparaison, nous sommes plutôt sages par rapport à d'autres pays. Bon. Alors, ça c'est intéressant, mais il faut retenir l'idée, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, c'est la convergence. C'est-à-dire que les pays qui finançaient le plus sur des budgets publics les dépenses de santé ont, avant la crise, parce que c'est là où je veux en venir, avant la crise, étaient en train de rogner leurs dépenses publiques. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la part des dépenses publiques dans le financement des dépenses de santé avait tendance à décroître, particulièrement au Royaume-Uni et en Suède, moins en France, mais il y avait une érosion. Et les pays les plus privés sont en train de socialiser leurs dépenses.
C'est la réforme Obamacare de 2010 qui donne lieu au shutdown actuel, avec l'opposition des républicains. Et donc, en fait, vous avez un espèce de mouvement avant la crise qui est intéressant, c'est-à-dire que les pays qui étaient les plus publics privatisés, de manière soit brutale, soit rampante, et les pays qui étaient les plus privés étaient en train de publiciser ou socialiser leurs dépenses de santé. Alors, j'en viens à l'essentiel de cette discussion, c'est-à-dire en quoi la récession économique impacte négativement les indicateurs de santé. Et là, il y a énormément d'idées reçues. Alors évidemment, l'idée reçue voudrait qu'un pays en crise économique connaisse mécaniquement, si j'ose dire, une détérioration de ses indicateurs de santé publique. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, je me base sur des revues de littérature scientifique qui sont, ça c'est l'état de l'art, c'est-à-dire c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire que dans les années 70, on croyait encore que la crise économique en elle-même portait une détérioration de la santé comme la nuée et l'orage. Et c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. On a fait des études épidémiologiques, économiques, je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques. La récession économique, effectivement, a un impact par certains aspects, a un impact négatif sur la santé. Elle diminue l'espérance de vie, elle diminue l'état de santé perçu, elle accroît les maladies mentales et les suicides, et elle accroît les suicides, ce qui est 2 fois la même idée. Bon, j'étais pas réveillé quand j'ai fait ça, apparemment. Bon, alors que le chômage diminue l'état de santé perçu, accroît la morbidité et les suicides, mais peut renforcer peut renforcer les facteurs protecteurs de la santé, le chômage qui protège la santé. Bon, voilà une idée qui est intéressante. Bon. Et il peut diminuer la mortalité, s'il est temporaire. Tout est dans le temporaire. Bon. Alors, pourquoi effectivement, la récession économique peut contribuer à diminuer la mortalité et certains problèmes de santé. Alors, quand on connaît, vous voyez, quand on est dans une suractivité, quand on tombe au chômage, finalement, ça libère du temps. Et ça libère du temps pour se soigner ou pratiquer une activité physique. Et donc, ça peut contribuer à améliorer l'état de santé. En l'occurrence, le fait aussi de ne pas travailler, particulièrement dans un contexte où le travail s'intensifie, où les conditions de santé, les conditions de travail se dégradent, où la santé au travail se dégrade, le fait de se retrouver au chômage, c'est finalement se retrouver extrait d'un univers professionnel pathogène, et ça diminue les risques et les accidents professionnels. Et la diminution de revenus, contrairement au chômeur qui se met à boire, l'idée reçue du chômeur qui se met à picoler, à fumer et à bouffer, finalement, ça peut engendrer ou générer une moindre consommation d'alcool et de tabac. Bon. Mais en même temps, alors, tout n'est pas rose non plus. Alors, par exemple, aussi, je ne l'ai pas mis, mais par exemple, le chômage diminue les accidents de la route. C'est-à-dire, on meurt moins par temps de récession économique d'accidents de la route. Pourquoi ? Parce qu'on prend moins sa bagnole pour aller bosser. Vous voyez, c'est intéressant quand on creuse ça, parce que vous voyez que les relations sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut le penser, quoi. Et tout ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Tout ça a été statistiquement vérifié, c'est robuste, hein. Enfin, donc voilà. Donc les périodes de récession économique, donc des périodes où l'activité économique se ralentit, est en fait aussi quelque part, ce ralentissement peut avoir un effet, je dirais, bénéfique pour la santé, ce qui pose la question aussi de la santé au travail. C'est-à-dire que si aujourd'hui le fait d'échapper à l'univers professionnel et au travail permet d'améliorer la santé, c'est montrer aussi à quel point le travail est devenu pathogène dans nos sociétés. D'accord ? Bon, alors en même temps, il y a une idée, quand je lisais ces études qui m'est venue, c'est surtout anglo-saxon, c'est que ceux qui ont la chance, si j'ose dire, d'être au chômage, échappent à l'univers pathogène. Par contre, ceux qui restent au boulot, ils sont au turbin, enfin on fait suer le burnou, comme on dit, hein. Et donc eux, leur santé se dégrade. Bon. Mais en même temps, la récession, effectivement, tend à augmenter la mortalité par suicide et à détériorer la santé mentale, tend à dégrader la santé des plus modestes et améliorer celle des plus aisés. C'est-à-dire que la récession économique, elle est préoccupante en tant qu'elle a des effets très différents selon les catégories sociales. En gros, les catégories les plus aisées voient leur état de santé s'améliorer, pendant que l'état de santé des plus modestes tend à se dégrader. Donc ça creuse les inégalités devant la maladie et la mort. Et puis à long terme, c'est ça l'idée, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, c'est
faut que ça soit transitoire. Dès que ça s'inscrit dans le long terme, le chômage et la précarité peuvent dégrader l'état de santé avec des renoncements aux soins pour des raisons financières et finalement, après, même tout ce qui est consommation d'alcool, de tabac, tout ça, réaugmente. Donc, en quelque sorte, si elle n'est que transitoire, la récession économique n'est pas en elle-même un fléau pour la santé. Par contre, si la récession économique dure, si elle s'inscrit durablement, et notamment par le chômage de masse et de longue durée, alors là, effectivement, la récession économique commence à produire des effets sanitaires délétères. Alors pourquoi? Alors la question, alors là je me base d'un ouvrage qui est en anglais, et qui a été fait par deux remarquables chercheurs, et qui démontre qu'en fait, c'est moins la récession qui tue que l'austérité. Alors c'est très important sur la responsabilité politique de ceux qui font les politiques d'austérité. J'y reviendrai. C'est-à-dire que, clairement, c'est ce qui, en quelque sorte, l'austérité amplifie les effets de la récession. Elle les amplifie et elle intensifie l'impact négatif des récessions. Donc, en quelque sorte, le problème, c'est moins la récession, même s'il faut en sortir, puisque dès qu'elle s'inscrit dans la durée, ça a des effets sanitaires délétères, mais c'est l'austérité qui est aujourd'hui le problème. Alors, on a vu, si vous baissez, par exemple, les budgets publics en général, ça accroît la prévalence des suicides, ça accroît l'infection par VIH, moi j'ai mis HIV, mais c'est VIH, accroît la pauvreté, diminue l'état de santé perçu, diminue l'utilisation du système de soins. Si vous baissez les budgets publics dédiés à la santé, je vais prendre des cas après, grec, tout ça. Ça amoindrit l'état de santé perçu, ça amoindrit la santé des enfants, ça amoindrit le recours au système de soins et ça amoindrit la qualité de vie des femmes. Ça, c'est les relations qui ont été robustes. Et si vous baissez les budgets sociaux, pas seulement ceux de la santé, vous accroissez évidemment la pauvreté et les inégalités sociales. Donc c'est bien l'austérité, c'est-à-dire les coupes budgétaires, notamment dans les budgets sociaux, dans l'État-providence, si vous voulez, qui génèrent le pire impact sur la santé des populations. Alors vous allez voir, ça nous emmène un peu loin, mais je fixe là-dessus, on a des expérimentations naturelles. C'est-à-dire, on a eu des expérimentations naturelles, c'est-à-dire qu'on peut comparer des pays qui suivent des politiques économiques différentes et on regarde comment évolue l'état de santé. Je vous le fais vite. Donc on compare les deux. Alors il y a un cas qui a ouvert un peu, la chute du mur. Finalement, on peut dire que le néolibéralisme s'est déployé après la chute du mur, c'est-à-dire la chute de l'alternative communiste. Eh bien, finalement, on a vu en URSS quasiment une expérimentation naturelle. C'est-à-dire que là-bas, ceux qui ont emporté le morceau, alors il y a eu des débats, c'est des noms, c'est Friedman, Summer, Sachs, c'est des économistes de Harvard notamment ou de Chicago, qui ont dit il faut leur rentrer dans le lard. On va faire une thérapie de choc, comme dirait Naomi Klein. C'est-à-dire on va faire une thérapie de choc néolibérale, c'est-à-dire qu'on va faire une politique drastique de libéralisation massive, de privatisation massive, et on va couper dans les budgets publics. Donc la thérapie de choc. Voilà. Il faut passer de l'économie administrée à l'économie de marché le plus rapidement possible. Voilà. Alors vous savez, et c'est là. Et alors, ce qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé sur la santé. C'est-à-dire que là, clairement, la société a implosé et on a vu une baisse de l'espérance de vie. En 3 ans, elle a chuté, jamais vue. De 64 ans à 57 ans, entre 91 et 94. En 3 ans, vous voyez, on a perdu 7 ans d'espérance de vie. Ça s'est jamais vu. C'est-à-dire une thérapie de choc libérale, ça se traduit par 7 ans d'espérance de vie en moins. Et alors, on trouve là-dedans, alors ils ont fait des recherches, ils trouvent un empoisonnement à l'alcool, notamment, vous savez, quasiment boire du dracard noir, comme on dit, c'est-à-dire boire du parfum. Enfin, je veux dire, ils ont des alcools bas de gamme, etc. Donc, cirrhose, suicide, homicide, blessure mortelle, crise cardiaque, suicide. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous comparez avec d'autres pays qui n'ont pas choisi la thérapie de choc, notamment la Pologne, eh bien, vous n'avez pas du tout ces effets-là. C'est-à-dire c'est bien l'austérité, c'est bien, je dirais, la thérapie de choc en elle-même qui a provoqué le désastre sanitaire de l'économie post-soviétique. Alors, la tragédie grecque, parce que là, il y a un lien. Là, on peut faire un lien direct entre les deux. Vous voyez, là aussi, thérapie de choc néolibérale, c'est-à-dire, hop,
On coupe massif alors des privatisations, libéralisations, toujours la même chose. Hein. Bon, ils sont très peu, ils se renouvellent très peu. Et puis des coupes massives dans le budget du système de santé, quoi. C'est-à-dire 23 milliards d'euros d'économie budgétaire totale en 3 ans. Vous avez évidemment, alors, classique, après les thérapies de choc comme ça, un chômage qui explose, une augmentation des SDF, entre autres signes d'une économie, d'une société qui se délite. Et alors, là encore, ce qu'on voit, alors je vous laisse lire le truc, c'est qu'on voit un effondrement du système de santé en Grèce. C'est un drame sanitaire qui trouve une comparaison clairement qui trouve son pendant dans ce qu'a connu l'URSS, enfin la Russie post-soviétique. Donc, alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans les thérapies de choc libérales, évidemment, on ne va pas se donner la peine de consulter des types qui s'y connaissent en santé. Ah, c'est des économistes qui voient ça sur des indicateurs de tableau de bord, et puis ils disent tiens, on va sabrer là, etc. Et donc vous apercevez que vous avez arrivé à des choses dramatiques. Alors en plus, il y a beaucoup de manipulation de chiffres là-dedans. C'est pour ça que les comparaisons sont très, parce qu'ils cherchent en Grèce à masquer absolument le drame humain qu'a causé la politique d'austérité. C'est-à-dire, le bouquin montre à quel point ils se sont heurtés à des manipulations de chiffres de la part du ministère de la Santé et du gouvernement grec, pour cacher l'ampleur du désastre humain derrière les politiques d'austérité. C'est-à-dire le coût humain de ces politiques d'austérité. Alors, on voit évidemment, c'est la recrudescence des suicides, c'est une explosion de l'infection par VIH, enfin de son incidence, et le retour d'épidémies qu'on ne voyait plus, comme la malaria, etc. Et puis surtout, des renoncements massifs aux soins pour des raisons financières. Renoncement massif aux soins, de la prévention qui n'est plus faite, des soins de premier recours qui ne sont plus faits, etc. Donc, alors on n'a pas encore les indicateurs, je dirais, on n'a pas les indicateurs sanitaires qui permettent de voir les conséquences sur l'espérance de vie. Et alors, le paradoxe, ce qu'il veut, c'est que ce coût humain a été fait pour rien, puisque l'économie s'enfonce dans le marasme, dans la dette, dans le déficit, etc. C'est-à-dire que ce que disent aussi ces épidémiologistes et ces économistes qui s'y connaissent en santé, c'est que quand vous coupez dans les budgets publics, non seulement vous détériorez la santé de la population, mais en plus, la santé de la population, c'est une richesse. Donc si elle se détériore, elle hypothèque d'autant la reprise économique. Donc vous vous enfoncez dans le marasme. Donc en fait, vous n'avez même pas, je dirais, un avantage économique à mettre en regard du coût humain. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une fatalité ? Ben non, ce n'est pas une fatalité. Parce que l'Islande, elle a fait un autre choix. L'Islande, elle a refusé l'aide, guillemets, du FMI, et elle a décidé, au contraire, de renforcer son système de protection sociale, ses filets de sécurité sociale. Elle a décidé même d'augmenter le budget du système de santé. Et là, non seulement économiquement, l'Islande est sortie du marasme, mais en plus, elle a même connu, sous certains rapports, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, une amélioration des indicateurs de santé. C'est-à-dire qu'elle a obtenu le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez ? Donc, en quelque sorte, il y a un autre choix là-dedans. L'Islande a fait le choix intelligent, celui de la démocratie, au passage, parce que la population, il y a eu un référendum qui a dit non au plan d'aide du FMI, etc. Bon, voilà. Donc, ceci pour dire que... alors sur l'espérance de vie, je n'aurai pas le temps de le signaler, mais vous observez, dans certains pays, mais c'est très compliqué sur les chiffres, là, il y a des chiffres qui me paraissent un peu bizarres, mais bon, c'est un peu truqué, mais vous apercevez que dans certains pays, comme l'Allemagne, par exemple, vous apercevez une baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Bon, ça à mettre en regard avec la réforme des retraites. Parce qu'on part tous, qu'on est sur un progrès, qu'on va vivre de plus en plus vieux et en bonne santé. En fait, c'est pas du tout ça que ça montre. C'est pas du tout ça que ça montre. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on risque d'arriver grabataire au boulot. Enfin, des gens de mon âge, donc jusqu'à 70 ans à peu près, jusqu'à ce que mort s'en suive, on va arriver dans un état assez pathétique. Je ne pense pas qu'on sera au front office, on sera au back office. Nous, Donc voilà. Bon, voilà. Et donc on l'observe aussi en France, etc. Donc donc des effets différenciés, mais on le saura. Par exemple, dans un pays comme la France, effectivement, l'austérité a été moindre, donc effectivement, on le verra. Alors, quelle est la leçon majeure de ces études ? C'est que la protection sociale sauve des vies, on le savait un peu. S'ils sont administrés correctement, les programmes sociaux ne plombent pas les budgets publics, mais au contraire contribuent à fortifier l'économie et à améliorer la santé publique. Là aussi, c'est fromage et dessert. Vous voyez ? Ça, c'est important. L'austérité est un choix et nous ne sommes pas obligés de le faire. C'est-à-dire ceux qui font le choix de l'austérité, c'est-à-dire ceux au fond aussi le choix du désastre humain derrière. Donc c'est une responsabilité politique majeure,
C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui prônent une politique d'austérité drastique sont pour l'euthanasie de leur population. Ce qui est quand même assez singulier pour un décideur politique. Alors, des inégalités sociales qui font système. Alors, pourquoi, effectivement, c'est compliqué d'analyser les rapports entre récession économique, austérité et état de santé? C'est parce que les variables sont multiples. C'est-à-dire, c'est pas facile de faire des traits. Vous voyez, j'ai montré quelques exemples par rapport, vous voyez, chômage, moins de circulation, donc moins d'accidents de la route, donc amélioration des indicateurs de santé publique. Vous voyez que c'est des choses qui sont assez multiformes. D'une façon générale, il faut retenir que, et c'est ça qui est quand même bien, c'est que plus les inégalités socio-économiques sont importantes, plus grandes sont les inégalités sociales de santé. En quelque sorte, plus une société est inégalitaire du point de vue de sa distribution de sa richesse, plus elle obtient des indicateurs moyens de santé publique médiocres et des inégalités en son sein de santé très grandes. J'y reviendrai. Donc, en quelque sorte, ce que je veux dire par là, c'est que la cohésion sociale est bonne pour la santé. Par contre, l'injustice sociale est délétère pour la santé. Et là encore, ce n'est pas une vue de l'esprit de Pierru qui délire trop, d'ailleurs, dans le temps. Mais ce sont les analyses d'épidémiologistes réputés, britanniques, américains, etc. Tout ça est scientifique. Ça, c'est l'état de la littérature sur le sujet. Je veux dire, c'est pas des opinions, ce sont des faits. Bon. Alors, je rappelle quand même qu'en France, juste pour resituer le cas français, nous avons de fortes inégalités face à la santé et la mort, d'ailleurs, les plus importantes après la Finlande. Vous voyez? Donc, ça relativise les performances parfois de notre système de santé, que c'est la double peine, c'est-à-dire que les inégalités devant la maladie et la mort se doublent de différences d'incapacité, et que, loin d'opposer les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, la santé suit exactement la hiérarchie sociale. C'est ce qu'on appelle le gradient social de santé. C'est-à-dire, plus vous allez du bas vers le haut, c'est un continuum, plus l'état de santé s'améliore. Et inversement, plus il se dégrade. Donc c'est pas du tout, il n'y aurait pas d'un côté les exclus, et puis de l'autre côté, ceux qui sont dans le système. Au contraire. Enfin, il n'y a pas, en quelque sorte, les inégalités sociales de santé, tout le monde en pâtit. Mais inégalement en fonction de sa position dans la hiérarchie sociale. Et alors, ce qui est dramatique, et avant même la crise, ces inégalités sont en augmentation. C'est quand même, je veux dire, nous consacrons 210 milliards d'euros, nous en France, 210 milliards d'euros, ça fait une coquette somme, pour la santé, et avec ces 210 milliards, nos inégalités augmentent. Donc, il faut se questionner, là, collectivement, sur... C'est moins une question, moi, comme je dis souvent à des journalistes, le trou de la sécu, tout le monde moi je m'en fous. C'est pas une bonne question. La question, c'est est-ce qu'on en a pour notre pognon? Et la réponse est non. Nous n'en avons pas pour notre argent. Avec 210 milliards d'euros, il n'est pas normal que les inégalités devant la maladie et la mort augmentent. Étant entendu quand même que c'est le produit final d'un système de santé, c'est d'améliorer la santé. C'est pas de payer la piscine du médecin ou la Porsche du radiologue. Enfin, je veux dire, vous voyez? Bon, a priori, je veux dire, bon, ou du propriétaire d'une clinique. Bon, donc c'est améliorer la santé. Donc il y a quand même quelque chose là qui cloche et qui nécessite une interrogation collective. D'accord? Moi, je suis pour que la collectivité consacre de plus en plus à une part de sa richesse à la santé. La contrepartie, c'est qu'on en est pour notre argent. En fait, pour modéliser un peu, je le disais en introduction, il faut relativiser la part des soins dans la production des inégalités de santé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse beaucoup à ce qui est à votre gauche. Alors on ne voit pas bien parce que la lumière est allumée, mais c'est-à-dire, en gros, ce que nous, on appelle spontanément santé dans le sens commun, c'est-à-dire les hôpitaux, les médecins, les déserts médicaux, etc. Bon, voilà, c'est important. Et les produits pharmaceutiques, les ressources humaines, les infirmières, etc. Bon, voilà. Or, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui et ce soir, c'est ce qui est à droite. Ce qui est à droite. C'est ça qu'il faut travailler. Parce qu'à droite, c'est 70% des déterminants de l'état de santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourra toujours investir toujours plus à construire des hôpitaux, à recruter des médecins, à former des médecins, des infirmières, ce qui peut être bien. Mais si vous voulez,
si vous ne corrigez pas ce qu'il y a à droite, vous êtes condamné à médicaliser les effets sanitaires pervers d'un fonctionnement social. Je vais prendre une image. En fait, dans les inégalités, vous savez, tous ceux qui aujourd'hui prônent de dire que finalement c'est normal qu'il y ait des inégalités économiques, parce que comme ça incite les plus pauvres à se bouger le cul. Vous voyez, c'est-à-dire ça récompense les entrepreneurs, c'est ça qu'on appelle les rentiers aujourd'hui, et les plus pauvres se bougent le cul. Bon, alors ils disent super, donc bravo, efficacité économique. Mais ce qui devrait les inciter à réfléchir, c'est le résultat suivant. C'est que plus une société donc, est inégalitaire, d'un point de vue socio-économique, moins bons sont les indicateurs de santé, y compris des plus riches. C'est-à-dire qu'en gros, les plus riches suédois vivent plus longtemps que les plus riches américains. Même si dans leur pays, les plus riches américains vivent plus que les populations afro-américaines de Harlem, etc. Bon, ça c'est clair. Donc ce que je veux dire par là, et on redécouvre finalement quelque chose qu'avaient découvert les contemporains au XIXe siècle, c'est que les épidémies ne s'arrêtent pas aux frontières des quartiers pauvres. Et donc, en quelque sorte, c'est ça qui est bien fait, c'est que nous sommes tous interdépendants. Donc s'il y en a qui connaissent des inégalités, des problèmes de revenus, de richesse, qui ne peuvent pas vivre dignement, etc., et que ça a des effets pathogènes sur leur santé, ça aura tôt ou tard des effets pathogènes sur la santé des plus riches. Donc il est de l'intérêt des plus riches d'augmenter immédiatement et brutalement l'ISF. Vous voyez ? Donc, vous voyez, on peut le présenter comme ça, et je suis sûr qu'ils vont voir les choses différemment. Vous voyez, cette façon de voir les choses. Donc c'est clair, en quelque sorte, c'est bien la santé de tous qui s'améliore, ou c'est la santé de tous qui se détériore. On est tous dans le même bateau. Alors certes, il y en a qui auront l'eau plus tard, qui prendront l'iceberg plus tard. Vous voyez ? Mais tôt ou tard, DiCaprio va se noyer. Voilà. Bon. Voilà. Donc il faut retenir ça. C'est de l'intérêt, même des plus aisés, que de réduire les inégalités socio-économiques dès lors qu'ils considèrent que leur santé vaut le coup. Alors, j'en viens à ce schéma qu'il faudrait des heures pour expliquer, ce truc de Wilkinson. Vous voyez, sur le schéma, j'ai fait des effets spéciaux. Hein. Bon, voilà. Alors, comment... Pour vous expliquer ça rapidement, c'est que vous voyez bien que ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il montre les interdépendances entre les différentes variables. C'est-à-dire, à votre gauche, vous avez en gros tout ce qui relève de l'économie. C'est-à-dire la distribution de la richesse, le niveau de pauvreté. Bon, voilà. Donc, en gros, la santé économique d'une société. Au milieu, vous avez les variables intermédiaires, je vais y revenir, et à la fin, vous avez l'output, c'est-à-dire la santé des populations. C'est-à-dire, bon voilà. Et on s'aperçoit qu'en quelque sorte, que plus une société devient inégalitaire, plus en quelque sorte, ça contribue à dégrader la qualité du lien social. C'est ça, en quelque sorte, la variable cachée de l'état de santé, c'est la qualité du lien social, ce qu'on appelle la cohésion sociale. Si vous vivez dans une société à l'américaine, vous avez peur de vous faire tirer dessus, si vous vous méfiez de l'autre, si vous êtes victime d'un chef d'entreprise qui abuse de son autorité, vous soumet à des précarités, des rythmes de travail, etc. Bon, eh bien, en quelque sorte, la qualité du lien social se dégrade, aussi bien d'ailleurs dans les familles, etc., mais aussi à un niveau collectif, et ça produit du stress, de la dépression, de l'insécurité, de l'agressivité, un sentiment de honte, un sentiment d'anxiété sociale. En quelque sorte, le tissu social se déchire, si vous voulez, et cette déchirure produit des effets sociaux pathogènes. Et c'est ce qu'on découvre en Grèce, c'est ce qu'ils ont découvert en pays soviétiques, c'est ce qu'ils ont découvert, j'aurais pu vous en parler, après la crise asiatique, la crise des années 90 en Indonésie, etc. Ils ont découvert ça aussi. C'est-à-dire que l'économie, plus elle implose, elle n'a pas d'effet en elle-même, elle n'a d'effet que parce qu'en quelque sorte, le tissu social se délite. Et qu'est-ce qui permet de préserver, dans une période de récession économique, le tissu social ? C'est l'État-providence.
C'est les filets de sécurité sociaux. C'est le sentiment de ne pas être vulnérable, de ne pas vivre au jour la journée, comme disait Robert Castel, enfin, comme on disait au XIXe siècle, avant d'inventer l'État-providence. Et donc, en quelque sorte, on voit bien que en quelque sorte, la santé n'est que le symptôme, si j'ose dire, ultime d'une dégradation de la cohésion sociale, de la qualité du lien social, et plus généralement du bien-être social. Voilà. Autrement dit, une société injuste économiquement est une société invivable et sanitairement pathogène. Alors, sur les déterminants sociaux, vous voyez qu'on s'intéresse souvent, nous, notamment parce qu'ici, j'ai été invité, la puissance invitante, dans un comité de défense des hôpitaux de proximité, etc. Vous voyez qu'on s'intéresse toujours en bas, en fait. C'est-à-dire à tout ce qui relève du soin, voire même on porte beaucoup d'espoir dans la génétique, les thérapies, hein, vous savez, on appelle ça le téléthon, bon, voilà, les grandes messes, les trucs de physiologie, l'âge, etc. Mais en fait, on oublie toute la chaîne en amont. Toute la chaîne en amont. Et plus l'ellipse est grande, plus ça a d'importance. Vous voyez ? Donc c'est évidemment l'habitat, le chômage, les conditions de travail. Je prends l'exemple des conditions de travail. On sait que 10% aujourd'hui des cancers sont d'origine professionnelle. 10% des cancers sont d'origine professionnelle. Alors évidemment, ils sont cachés, on ne le dit pas, etc. Mais ce sont des cancers d'origine professionnelle. Or, on est en train de démanteler la médecine du travail. On est en train de favoriser l'intensification du travail, la précarité du travail. Alors, à quoi ça aboutit, ça ? Eh bien, ça aboutit à des gens en burn-out, des gens en dépression qui viennent chez leur médecin et qui on va proposer... Alors, marque déposée, Lexomil, le Prozac, bon, voilà. Et donc, on médicalise en aval ce qu'on n'a pas réussi à prévenir en amont. Vous voyez ? Et donc, il y a une sorte de schizophrénie dans nos politiques publiques actuelles, qui sont des politiques publiques qui, d'un côté, se conforment de plus en plus au dogme néolibéral, il faut déréguler, flexibiliser, précariser, etc., mutualiser, etc. Et de l'autre côté, on se plaint que les dépenses de soins ou de santé augmentent. Vous voyez ? Et on est schizophrène. Et en fait, en France, on a fait un choix implicite. On laisse tout ce qui, au-dessus de l'ellipse du bas, on l'abandonne. On laisse le logement se dégrader. On ne fait pas grand-chose pour contrarier la crise du logement, etc., même si Cécile Duflot dira le contraire. Bon, etc. Alors là, j'insiste sur ce point, c'est que, vous voyez, quand vous représentez les choses comme ça, parce que quand on dit on fait de la prévention en France, on pense dépistage, on pense prévention individuelle. Vous voyez ? Et j'ai vu ça dans des mutuelles, notamment, ils disent, oui, il faut faire des messages d'éducation à la santé, il faut dire que fumer, boire, comme si on ne le savait pas, ce qui ne nous empêche pas de le faire, d'ailleurs. Hein. Bon, mais, bon. Et on insiste sur les déterminants individuels de la santé, sur des déterminants comportementaux. Et en fait, en faisant ça, on blâme la victime. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit, si c'est ça la prévention, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'en fait, on va blâmer le type qui a continué à fumer et qui se fait un cancer du poumon. Vous voyez ? Et généralement, ce type-là, il est plutôt dans les classes populaires. Et ceux qui sont le mieux à même de se conformer au message d'éducation à la santé, c'est ceux qui sont déjà dans les classes moyennes et supérieures, c'est-à-dire ceux qui font le plus attention au corps, à la santé. Là, je renvoie à Bourdieu, la distinction, etc. Bon. Etc. Et donc, en quelque sorte, non seulement vous ne contrariez pas l'augmentation des inégalités sociales de santé en ayant une vision aussi individualiste de la prévention, mais en plus, vous venez à blâmer la victime. Et ça donne Christophe Barbier, donc un phare de la pensée, qui dit moi, je suis pour que les obèses non volontaires, à côté des obèses génétiques, payent 2 fois leur place dans l'avion. Vous voyez ? Alors, on n'a pas fini au guichet d'attendre, hein, pour savoir de quel obèse, s'il est génétique ou comportemental. Vous voyez ? Vous avez la boîte de Pandore, quoi. Vous voyez ? Bon, voilà. Et donc, j'insiste là-dessus parce que même en France, quand on fait de la prévention, c'est de la prévention individualisée. Or, que moi, que je dis, c'est de la prévention primaire. C'est-à-dire l'action sur les déterminants sociaux de la santé. La santé au travail, les conditions de logement, etc. L'éducation, on pourrait en parler, toutes ces politiques qui sont aujourd'hui mises à mal par les politiques d'austérité. Alors, l'espoir. Le krach sanitaire n'est pas inéluctable. Enfin, déjà, dans mon propos, il n'est pas inéluctable. C'est un choix que nous faisons. La politique d'austérité, il faut en assumer le choix, le coût humain. Voilà. Ceux qui prônent des politiques d'austérité doivent en assumer les coûts humains. Et croyez-moi, quand vous regardez le cas de la Grèce, ils ne l'assument pas du tout. Ils sont complètement dans le déni de ça. Non, c'est pas grave, ça va passer. Voyez ?
Bon, non, il faut qu'il l'assume le coût, humain. Alors, ça je passe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service public de santé? Là, je reviens avec ce sur quoi on avait travaillé dans le manifeste avec Bourdillon, Grimaldi, Tabuteau et tout ça. On se dit finalement, un service public de la santé, c'est 4 piliers, ou 4 services publics. C'est d'abord un service public de l'assurance maladie. Pour nous, je parle pour le cas français. C'est-à-dire le service public du financement de la santé. C'est-à-dire jusqu'à quel point nous socialisons nos dépenses de santé, nous considérons que la santé n'appartient pas au marché, mais appartient à la sphère publique. Est un droit, je dirais, fondamental de la personne humaine. Bon, si nous faisons le choix en faveur du droit fondamental de la personne humaine, nous devons socialiser au maximum nos dépenses de santé. À titre personnel, je suis pour une 100% et la disparition des complémentaires santé. Bon. Mais on pourrait en débattre. Voilà. C'est-à-dire, si c'est utile et nécessaire pour la santé, alors c'est financé à 100% par la sécurité sociale. Voilà. Bon. Or, on ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire, actuellement, on assiste à une augmentation des restes à charge, dépassements d'honoraires, franchises, etc., tout ce que vous connaissez, et qui aujourd'hui constitue l'élévation de la hauteur des barrières d'accès aux soins. C'est aussi un service public de la médecine de proximité. Notre enjeu, alors je n'aurai pas le temps de développer, on reviendra peut-être dans le débat, c'est de faire notre médecine libérale, quand même, qui vient de 1927. Ça fait une paille. Vous voyez ? Je rappelle qu'en France, nous avons une spécificité du corps médical, c'est qu'il n'a jamais accepté l'État et la sécurité sociale. C'est-à-dire, le corps médical s'est constitué en syndicat pour lutter, d'une part, contre les officiers de santé, je n'aurai pas le temps d'y revenir, et d'autre part, pour lutter contre les assurances sociales. Donc en France, nous avons un gros problème qui est l'histoire houleuse et conflictuelle de la profession de santé, de la profession médicale et de l'État et de la sécurité sociale. Et quand vous regardez les débats aujourd'hui sur les dépassements d'honoraires, sur l'encadrement ou pas de la liberté d'installation, en fait, on est dans cette longue histoire où les médecins considèrent qu'ils n'ont pas à se soumettre à des obligations de service public. D'accord ? Or, pour mettre en place un service public de la médecine de proximité, il faudra, et c'est mon point de vue, il faudra faire le bras de fer, entamer le bras de fer avec la médecine libérale. Voilà. Ce que n'a pas fait Marisol Touraine, c'est un autre débat. Bon. Ensuite, c'est le service public hospitalier. Alors, le service public hospitalier a aussi connu des remises en cause. Mais tout ça est lié. Alors, j'insiste, service public de la médecine de proximité, service public hospitalier, j'insiste beaucoup. Si en France, on est aussi crispé sur nos structures hospitalières, c'est parce que l'amont se dérégule. D'accord ? C'est-à-dire que l'amont n'est pas organisé, la médecine de ville n'est pas... En quelque sorte, nous n'avons pas encore un service public de la médecine de proximité. Et dans le service public de la médecine de proximité, il n'y a pas que la médecine. Il y a les pharmaciens, il y a les infirmières, il y a les kinés, etc. C'est ça la médecine de proximité, le service public de la médecine de proximité. Et donc, en quelque sorte, le service public hospitalier doit à la fois supporter le coût ou les conséquences de la dérégulation de l'amont, de la médecine de ville, dans des enveloppes de plus en plus fermées, avec une T2A. Alors, je ne vais pas revenir sur des trucs techniques un peu, enfin on pourra revenir dans le débat si vous voulez, j'adore, c'est mon objet de recherche, mais voilà, qui fait que l'hôpital est dans une contradiction intenable. Il doit, en quelque sorte, je rappelle quand même, notre système de santé français est un peu particulier, car nous sommes, vous savez, on considère souvent qu'en France on est un État jacobin, centralisateur, on est quasiment pour des crypto-communistes pour les Américains, vous voyez ? Bon, alors que nous avons un des systèmes de santé les plus libéraux du monde. Par exemple, l'offre de soins en France est majoritairement privée, ce qu'elle n'est pas du tout dans les pays scandinaves, en Angleterre. Par exemple, en France, vous avez le parc de cliniques privées le plus important d'Europe. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 1941, l'hôpital était réservé aux seuls pauvres. Donc en fait, toutes les classes moyennes et supérieures avaient leur propre structure, donc les cabinets de ville et les cliniques. Et puis nous avons la médecine libérale. Donc quand vous additionnez médecine libérale plus clinique privée, vous apercevez que l'îlot public de notre offre de soins, c'est l'hôpital. Or, c'est lui qui aujourd'hui doit absorber toutes les contradictions des autres composantes. Et on le met lui-même sous pression. C'est-à-dire qu'il doit non seulement absorber les contradictions des autres maillons, mais en plus on le met sous pression. Donc il y a quelque chose de là qui n'est pas cohérent. Donc on sera moins crispé sur la défense des hôpitaux de proximité le jour où on aura un centre de santé performant, pas loin. Et puis le service public de la prévention et de la sécurité sanitaire. Alors c'est tout ce qui relève de la santé publique, alors j'en ai parlé, de la prévention, alors ça m'emmène un peu loin, etc. Mais là encore,
là aussi, il y a une idée reçue, c'est-à-dire qu'avec le Mediator, tout ça, on a paniqué, mais jamais nous n'avons eu des agences de sécurité sanitaire, une sécurité sanitaire aussi développée et performante qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des scandales. Je rappelle qu'au moment de l'arrivée de l'épidémie de sida, en 1981, à la Direction générale de la santé, il y avait 2 personnes qui surveillaient pour toute la France les maladies à déclaration obligatoire. 2 personnes. C'est-à-dire que la surveillance épidémiologique en 1980, c'était rien. Aujourd'hui, l'Institut de veille sanitaire, c'est plus de 350 personnes. Et on pourrait faire pareil sur l'évaluation du médicament. Tabuteau, c'est lui qui a fait toutes les réformer les agences de sécurité sanitaire. Donc là, en quelque sorte, mais il n'empêche qu'on a encore des conflits d'intérêts, que effectivement les experts ne sont pas indépendants, mais c'est très compliqué la question de l'expert des indépendants. Mais là, pour le coup, je dirais qu'on a fait des progrès sur la sécurité sanitaire, mais pas sur la prévention. Voilà. C'est-à-dire que la prévention, ça reste effectivement le parent pauvre. Alors, la privatisation rampante de l'assurance maladie. Je vais insister, le gros plan, je vais finir sur l'actualité sur laquelle on est très mobilisé actuellement avec Grimaldi et d'autres. C'est sur ce qui nous inquiète beaucoup, c'est ce changement de système qui ne se dit pas comme tel, qui ne se débat pas, et qui fait que petit à petit, effectivement, la sécurité sociale se désengage, notamment du financement des soins courants, au profit des complémentaires santé. Alors, je voudrais expliquer pourquoi, et je prends juste 5 minutes, pour vous expliquer pourquoi on ne pourra jamais réguler en faveur de l'intérêt général le marché des complémentaires santé. Voilà. Contrairement, parce qu'aujourd'hui, vous avez un mot magique, c'est réguler. Vous savez, quand vous privatisez quelque chose, les politiques, ils vous disent, vous inquiétez pas, on va réguler. C'est comme la finance. Voilà. Alors, on va réguler le marché de la complémentaire santé. Moi, je veux bien, donc d'accord, moi, je dis pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que 1 euro qui passe de la sécurité sociale vers les assurances maladies complémentaires ou les complémentaires santé, on peut l'appeler comme on veut, ou les OCAM, enfin il y a plein d'autres, c'est 1 euro inégalitaire. C'est inégalitaire pour plein de raisons. Mais il y en a une... Alors, je rappelle que... Alors, il faudrait que... Quand je dis les complémentaires santé, aujourd'hui, je fais presque un bloc homogène. C'est-à-dire, avant, vous aviez les mutuelles, et puis les assureurs. Bon. Et puis les mutuelles se distinguaient par au moins 2 choses. D'abord, elles étaient à but non lucratif, ce qu'elles sont toujours, mais surtout, elles ne tarifaient pas à l'âge, en fonction de l'âge, qui est un proxy du risque, et en fonction du nombre d'enfants. Or, elles le font de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ont choisi, au milieu des années 80, elles l'ont choisi, la mutualité française a choisi d'aller se battre sur le terrain des assureurs. Elle avait le choix, elle a fait le mauvais choix. Donc que maintenant, elles ne viennent pas se plaindre. D'accord ? C'est-à-dire que la mutualité, elle a décidé, à la fin des années 80 notamment, d'intégrer les directives assurances européennes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les mutuelles sont en train de grossir à vitesse grand V. Alors vous voyez, la démocratie politique, mutualiste plutôt, au sein de grands groupes, franchement, un homme, une voix, moi, ma mutuelle qui est à la FNMF, un homme, une voix, je ne suis pas sûr que ça compte beaucoup aujourd'hui la démocratie. Mais non seulement elles grossissent de plus en plus, elles se regroupent, mais de plus en plus aussi, elles reprennent les pratiques des assureurs. Donc je le dis ici, les mutuelles aujourd'hui ne sont plus que le faux-nez des assureurs. Aujourd'hui, c'est une logique assurantielle qui se part du beau mot de mutuelle. Mais les mutuelles sont mortes au milieu des années 80. Elles ont signé leur acte de décès au milieu des années 80. Voilà. Il faut l'avoir en tête, et c'est leur choix à elles. Ce n'est pas notre choix à nous. Alors, pourquoi c'est inégalitaire ? Pour une raison simple, c'est ça. Ça s'appelle le taux d'effort. Alors, je ne parle même pas des qualités inégales de contrat en fonction de que vous êtes un salarié d'entreprise ou que vous souscrivez à titre individuel. Je ne parle même pas de tout ça. Et là, ça suffit à montrer que c'est un financement régressif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça s'appelle le taux d'effort. Ça veut dire que consacre un ménage en proportion de son revenu pour acquérir une complémentaire santé. Et là, vous apercevez tout de suite qu'il y a une évidence. C'est qu'en gros, un ménage modeste doit consacrer 10,5% à peu près de son revenu pour acquérir une complémentaire santé, alors qu'un ménage aisé, c'est en dessous de 3%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le financement des dépenses de santé par les complémentaires, c'est un financement régressif. En gros, ça veut dire une chose, les pauvres paieront plus pour avoir moins, et les plus riches paieront moins pour avoir plus. Soit l'exact inverse du principe de solidarité.
l'exact inverse. Et ça ne souffre pas la discussion. C'est un financement régressif. Alors moi, je vous propose, en fait, de voir les choses autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez un ras-le-bol fiscal, socio-fiscal. Vous avez le ras-le-bol de payer de l'impôt. Bon, soit. Et alors on dit, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est ça le choix. Hein. En fait, il n'y a pas du tout de rationalité sanitaire dans tout ça. C'est, en gros, on va faire plaisir à l'Union européenne en n'augmentant pas les prélèvements obligatoires, donc la CSG pour l'assurance maladie, et en n'augmentant pas les dépenses publiques. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Alors ils disent, bon, on va le mettre au complémentaire santé. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Alors je le rappelle, d'un point de vue macroéconomique, et comme disait ma grand-mère, qui était pleine de sagesse, c'est toujours nous, à la fin, qui payent. Vous voyez? Parce que, en fait, au fond, ce sont les ménages qui payent les dépenses de santé. Vous n'y échapperez pas. C'est-à-dire, à la fin, alors la question, c'est de savoir quelle part de vous va payer. Est-ce qu'en vous, c'est le contribuable? Est-ce qu'en vous, c'est le client d'une mutuelle? Ou est-ce que c'est vous, en tant que malade, via les franchises ou les dépassements d'honoraires? Bon. Alors, la question est celle-là. Bon. Or, il se trouve qu'il n'y a qu'un mode de financement juste, c'est la CSG, ou les cotisations, c'est-à-dire proportionnelles aux revenus. Étant entendu que les autres modes de financement sont déconnectés du revenu. Quels que soient vos revenus, vous allez payer en fonction de votre âge, de votre nombre d'enfants, etc. C'est pour ça que c'est un financement régressif. Et donc ça veut dire une chose. En fait, il faut voir, moi je vous propose de voir les choses comme ça. Les complémentaires santé, c'est un impôt privé. En fait, c'est un prélèvement obligatoire. Tout simplement parce que si vous voulez accéder aux soins, notamment de premier recours, vous êtes obligé d'avoir une complémentaire santé. Donc en fait, c'est un peu comme l'assurance auto, l'assurance habitation, etc. Donc c'est un prélèvement obligatoire. Mais un prélèvement obligatoire privé. Alors, c'est un prélèvement obligatoire, je finis là-dessus, privé, qui est non seulement injuste, je l'ai démontré, mais non seulement il est inefficient, il est de faible rendement. Pourquoi? Parce que quand vous donnez 1 euro à une mutuelle, il y a 28 centimes qui va aux frais de gestion, frais administratifs, marketing. Quand vous donnez 1 euro à la Sécu via votre CSG, vous donnez 5,4 centimes pour les frais de gestion. Il n'y a pas de frais de publicité pour l'instant. Donc ça veut dire qu'en fait, les coûts de gestion de la Sécu, c'est 5,4%. Le coût d'une mutuelle, c'est 28%. Donc en plus, quand on transfère des dépenses de santé de la Sécu vers les complémentaires, non seulement on aggrave les inégalités, mais en plus, on le dit, on le fait au nom de l'efficience. Mais c'est inefficient. Ceux qui gagnent, c'est tous ceux qui se goinfrent. Au passage, les actionnaires des assureurs, tous les agences de com, vous savez, je ne sais pas si vous ne vous faites pas spammer comme moi, ou alors ils me visent personnellement, mais vous savez, les mutuelles ceci, vous voyez, l'explosion des budgets pubs. Pour tout vous dire, dans le budget de l'assurance, alors je vous cite ce chiffre de mémoire, l'année dernière, il a augmenté de 7%, pour le total assurance. Pour le secteur des complémentaires santé, il a augmenté de 38%. Donc en fait, plus vous donnez de l'argent à votre mutuelle, plus ça sert des budgets pubs, des communicants. Enfin, en gros, ça ne sert pas aux prestations. Donc en fait, il faut voir les choses simplement. C'est-à-dire, soit vous acceptez de payer les dépenses de santé, c'est-à-dire nous faisons un choix collectif de consacrer de plus en plus à notre santé, soit vous acceptez de payer ça par un impôt non seulement juste, un prélèvement obligatoire juste et de fort rendement, la CSG, ou les cotisations, mais de plus en plus la CSG, soit nous décidons collectivement de le financer de manière injuste et inefficiente. Donc le débat, si on a dit qu'on voulait ouvrir un débat public sur la santé, c'était pour porter cette question-là, parce que les gens ne le savent pas. Voilà, je vous remercie. Non, mais sur la question de
de la santé et de l'environnement, c'est intéressant votre question, parce que, en fait, finalement, on est en train de sortir d'une époque, vous savez, encore jusqu'à une date récente, effectivement, les gens étaient persuadés que santé égale médecine. Effectivement, avec la montée en puissance des préoccupations environnementales, de plus en plus, effectivement, on pressent tous que la question de la préservation de l'environnement a un impact sur la santé des populations. Mais ça reste effectivement modeste. Pourquoi ? Et ça ne débouche très peu sur l'action. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut remettre en cause un modèle productiviste derrière. Voilà, c'est tout. Et que, en quelque sorte, nous sommes dans nos gouvernants sont dans une schizophrénie totale. C'est-à-dire, d'un côté, ils attendent la croissance comme l'Indien la pluie, et ils veulent le modèle productiviste, et en même temps, ils veulent moins consacrer aux dépenses de santé. Donc il va falloir, en quelque sorte, choisir. Voilà, ça je suis bien d'accord, c'est une sorte de schizophrénie à laquelle il faudra bien remédier. Avez-vous une idée de la situation de l'Inde, qui est un pays très pauvre, mais qui est culturellement très différent de nous? Alors la situation, non. Alors, je dois dire que je me suis cantonné aux pays développés. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont au CNRS, à l'INSERM, spécialistes des pays développés ou en voie de développement, plutôt en voie de développement. Une chose est sûre, sur la question de l'Inde, c'est-à-dire que la pauvreté en elle-même, si elle s'accompagne d'une forte solidarité sociale, notamment, alors système des cases par exemple, je ne connais pas, n'aura pas d'effet mécanique sur la santé. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, c'est que l'intermédiaire, c'est le degré de cohésion sociale. C'est-à-dire à quel point l'individu peut s'appuyer sur des supports familiaux, associatifs, politiques, tout ce que vous voulez, qui lui permettent en quelque sorte... On retrouve ce que disait Durkheim à la fin du XIXe siècle, quand il constatait la montée des suicides dans la société en voie d'industrialisation rapide, il s'apercevait que ce qui était un prédictif du suicide, c'était le degré d'intégration sociale. C'est-à-dire, en gros, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être marié protège du suicide. Bon, mais contre-intuitif. Ou que tel type de religion protège du suicide. Et effectivement, il disait que, en quelque sorte, c'est le fait d'être intégré socialement, c'est-à-dire que l'individu ne se sent pas isolé, confronté à une forme de relation sociale plutôt hostile, qui permet de préserver. Donc, en un sens, je dirais, les sociologues diraient, c'est la morphologie sociale, qui est la variable intermédiaire entre l'état de développement économique et la santé, quoi. Donc, c'est, en quelque sorte, la structure de la société amplifie ou amortit, si vous voulez, le contexte économique. Voilà. Et moi, c'était dans le prolongement de la question précédente. On part d'un postulat qui est admis sans discussion, que l'espérance de vie va augmenter, qu'on va vivre de plus en plus vieux. Or, tout ce que nous pouvons dire, et je mets au défi quiconque d'en dire plus, nous pouvons simplement constater que la génération de nos parents ont vécu plus longtemps que celle de nos grands-parents. Seulement, arbitrairement, on prolonge la courbe. On part du postulat que ça va continuer. Et justement, la question de l'environnement qui était posée tout à l'heure nous indique bien que ça n'a rien de sûr. Alors, la médecine progresse, certes, mais il y a une course de vitesse. Et rien ne prouve qu'elle sera gagnée, cette course de vitesse. Non, mais je suis d'accord sur la question de la prolongation. Ça commence à baisser. Ça commence à baisser. Sur la question de l'espérance de vie, c'est assez intéressant le débat sur la retraite, parce que, en fait, on regarde des indicateurs moyens, c'est-à-dire toute la population. Et effectivement, la génération du baby-boom, par exemple, a connu effectivement une amélioration de son sort et donc une augmentation de l'espérance de vie. Mais en fait, ce que ça cache, et il y a des sociologues, des démographes qui commencent à travailler là-dessus, c'est que l'état de santé et l'espérance de vie des plus jeunes baissent. C'est-à-dire ceux qui sont nés après la crise économique, notamment après les années 80. En fait, plus vous vous éloignez du baby-boom, 55, plus en fait, moins vous ne pouvez prolonger les tendances observées. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, et on commence à voir dans les statistiques des baisses, notamment de l'espérance de vie en bonne santé, dans certains pays, à certains moments, on ne peut en aucun cas je veux dire, prolonger la tendance passée. Et il y aurait même, en toute logique, par rapport aux résultats que je vous ai présentés, en toute logique, on pourrait s'attendre à une baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Pourquoi ? À cause de la précarité, de la déstructuration des collectifs de travail, de la dégradation de la santé au travail, des problèmes de logement, etc., des problèmes de pauvreté endémiques chez les plus jeunes, etc., etc. Donc en un sens...
C'est bizarre parce que le principe de précaution, on veut l'appliquer à plein de choses, mais là, il devrait y avoir un principe de précaution. C'est-à-dire on devrait faire attention avant de prolonger des tendances. Mais bon, tout ça n'est de toute façon qu'un argumentaire politique. On sait bien que les faits, on s'en fout un peu. Hein, voilà. Et donc, effectivement, il n'y a aucune raison aujourd'hui de penser que l'espérance de vie en bonne santé, c'est elle qui compte, va continuer à augmenter. Et d'ailleurs, elle commence à baisser dans certains pays, notamment la France. Bon, alors sur le mode de financement, alors ça, on est quasiment dans une querelle de religion. Je veux dire, voilà. Alors je sais bien, si vous voulez, je connais très bien le débat actuel, enfin je connais très bien le débat vif, qui est d'ailleurs aussi un débat politique et pas seulement expert, sur est-ce qu'on finance par cotisation ou est-ce qu'on finance par l'impôt. Hein, c'est une question importante. Mais il me semble que d'abord l'urgence, et je dirais que ça c'est une question secondaire par rapport à la question préjudicielle qui est la suivante, c'est d'arrêter la privatisation du financement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura restauré le financement public, on pourra se demander effectivement si... moi, je dois dire, je n'ai pas de religion en la matière. Voilà. À titre personnel, moi, ce qui m'intéresse dans la cotisation sociale comme dans la CSG, c'est qu'elle est proportionnelle aux revenus. Hein, c'est le truc de 45. Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Bon, c'est ça. Bon. Et donc, effectivement, je dois dire que selon les jours, mon cœur balance. C'est-à-dire, je connais bien les travaux de Friot, tout ça, par exemple, etc. Effectivement, j'entends vraiment les critiques. Moi, à un moment, je pense qu'on ne reviendra pas sur le financement de la santé par cotisation sociale, dans la simple et bonne mesure, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, la santé est étatisée. C'est-à-dire que, vous me donnez une occasion de dire un truc important. C'est qu'aujourd'hui, notamment, c'est peut-être être désagréable pour certaines personnes, mais aujourd'hui, les syndicats ne se battent même plus pour la Sécu. En fait, on a vu avec l'accord Annie, ce qui nous a mobilisés et déclenché l'IR avec Grimaldi, c'est qu'avec l'accord national interprofessionnel qui prévoit dans son article 1 la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise, et ben en fait, tous les syndicats sont d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que en fait, cette complémentaire santé d'entreprise, elle est gérée par les instituts de prévoyance, qui sont des institutions paritaires. Malakoff-Médéric, Guillaume Sarkozy, tout ça. Bon. Et en fait, les syndicats ne défendent même plus la Sécu. Et en fait, ils sont en train de reconstituer, avec les complémentaires santé, une Sécu bis, gérée de manière paritaire, au-dessus de la Sécu, comme nous, on l'a connue, la Sécu. Et donc ça, c'est une transformation politique majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicats ont accepté le fait que la sécurité sociale était quasiment étatisée et qu'ils n'avaient plus rien à faire dedans. Donc je pense que le débat sur la cotisation... D'ailleurs, quel paradoxe. Par exemple, je prends la CFDT, je ne veux pas faire de la polémique, mais quand même, la CFDT qui pendant 20 ans a dit que la santé ne relevait pas des assurances sociales, mais relevait de l'État et de l'impôt. La CFDT a signé l'accord Annie qui crée les compléments, qui en gros renoue avec l'entreprise Providence et adosse l'accès à la protection maladie au travail. Quel paradoxe! Et en fait, c'est un paradoxe qui n'en est qu'un d'un point de vue intellectuel. Alors, quand vous êtes intellectuel, vous êtes assez chagriné par les incohérences politiques. Mais en fait, il y a une vraie cohérence. C'est-à-dire que les institutions de prévoyance, ce sont les vaches à lait des organisations patronales et syndicales. Voilà. Et donc voilà pourquoi, aujourd'hui, les syndicats... Vous voyez, le grand baroud d'honneur de 95, ben, on ne le reverra jamais. De fait, les forces sociales qui portaient la cotisation et le paritarisme, enfin la démocratie sociale, pas le paritarisme, ont aujourd'hui déserté le champ de bataille. Ils se battent ailleurs aujourd'hui, sur les complémentaires santé, sur quelle va être la part des institutions de prévoyance à côté des mutuelles et des assureurs. Donc, vous voyez que... Et donc, en un sens, je pense que c'est un débat qui, aujourd'hui, ne tient même plus compte du fait que même les organisations syndicales dominantes, finalement, ont abandonné l'idée que la sécurité sociale, l'assurance maladie relevait de la sécurité sociale, donc de la cotisation sociale. Il y a bien que Bernard Friot encore pour se battre là-dessus. Voilà.
Oui, alors ou d'État social. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais parce que l'État-providence, c'est une notion polémique de combat qui a été inventée par les opposants aux assurances sociales. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais bon, alors, sur l'impôt, sur la CSG, etc. D'abord, la CSG, c'est un impôt un peu particulier, par rentrer dans le technique, parce que c'est un quasi-impôt. C'est-à-dire que l'impôt, normalement, n'est pas affecté. La CSG l'est. D'accord ? Bon. Donc, elle est affectée à la sécurité sociale. D'accord ? Bon. Donc, déjà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la CSG. D'accord ? Bon. Alors, ensuite, c'est des débats un peu techniques, mais je ne vais pas rentrer dans les débats techniques. Effectivement, la question aujourd'hui, c'est la légitimité de l'impôt. Et effectivement, ce qui mine la légitimité de l'impôt, et c'est en quelque sorte ce qui fait lit aussi de la privatisation de la santé, c'est que l'impôt est devenu légitime parce qu'il est mité. Voilà. Donc effectivement, à titre personnel, par exemple, je considère que l'abandon de la grande réforme fiscale qui aurait fusionné l'IRPP, enfin l'impôt sur le revenu, et la CSG est délétère, parce que en quelque sorte, et les niches fiscales qui continuent de proliférer, etc., etc. Bon. Donc en quelque sorte, je dirais que ce débat-là dépasse la seule sécurité sociale. C'est effectivement l'impôt, le prélèvement de l'impôt, le consentement à l'impôt, c'est le pilier de la démocratie. C'est le pilier du parlementarisme, historiquement, etc. Donc effectivement, on voit bien que notre démocratie de plus en... Je dirais qu'il y a un lien, vous voyez, en tant que politiste, entre le fait que notre démocratie est de plus en plus anémiée et le fait que l'impôt devient de plus en plus illégitime parce qu'il est complètement mité, il devient injuste, etc., etc. Donc vous voyez que, en quelque sorte, l'impôt, c'est une autre façon de regarder la question démocratique. Donc là, alors sur la question de la sécurité sociale, il faut quand même arrêter de rêver à l'âge d'or. Même Pierre Laroque, avec Ambroise Croizat, le fondateur du plan français de sécurité sociale, enfin le créateur du plan français, même lui-même disait que constater l'échec des élections à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà beaucoup, on est 70, mais quand même, ces questions-là n'intéressent plus personne. Enfin, je veux dire, vous voyez, ça. C'est-à-dire, on considère que c'est l'État, alors de temps en temps, on gueule quand on paie chez le médecin, mais on nous demande des dépassements d'honoraires. Mais franchement, l'idée qu'il y a une appropriation démocratique de l'État social, je veux dire, finalement, on est quelques militants à le porter. Je ne suis pas sûr que... Souvent, j'entends dans des débats un peu militants, oui, il faut donner le pouvoir au peuple. Mais je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que le peuple veut le pouvoir ? Rien n'est moins sûr. Hein. Vous savez, avec Grimaldi, des fois on discute, des fois on va au fin fond de la France, on se retrouve face à 20 personnes. Hein. Donc donc ça nous pose aussi, vous voyez, c'est-à-dire, effectivement, il faut donner un côté plus démocratique. C'est la question de la démocratie sanitaire, ça nous emmène un peu loin. Mais il faut donner plus de démocratie à la sécurité sociale. Mais est-ce que les gens veulent la démocratisation de l'institution ? Ça, c'est... Ouais. Oui, on l'infantilise, et puis surtout, c'est tellement facile de considérer que c'est l'État qui va gérer le machin, voilà, et puis qu'on va protester un peu de temps en temps. Voilà, je pense que, effectivement, par exemple, quand vous regardez toutes les expériences de santé communautaire au Canada, tout ça, au Québec, tout ça, c'est des choses qui nécessitent ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la mobilisation politique des populations. C'est-à-dire, effectivement, on aura réussi. Enfin, je pense que Tabuteau est attaché à ça, mais des fois, si je suis un peu circonspect, c'est-à-dire que c'est la nouvelle frontière démocratique, c'est celle de la démocratisation du système de santé. Mais je dirais, à un moment où toutes les institutions démocratiques se vident de leur contenu, si vous voulez, il n'y a aucune raison que la sécurité sociale échappe à un processus d'étatisation en forme de technocratisation, c'est-à-dire en gros la main mise de hauts fonctionnaires non élus sur le système. Vous savez, au moment d'HPST, moi j'ai suivi l'affaire HPST de très près, j'ai même enquêté sur j'ai interrogé les protagonistes. En fait, il y avait Frédéric von Rockeghem, l'actuel directeur de la CNAM. Rocky, on l'appelle, aux convictions libérales affirmées. Et bien Rocky, il avait un plan et qui remportait énormément de succès auprès du ministère des Finances, auprès du cabinet du Premier ministre, auprès des parlementaires, c'est de dire la santé est trop importante pour la confier aux politiques. C'est-à-dire, en gros, les politiques, c'est des démagogues, c'est des clientélistes. Si on les laisse faire, ils vont toujours écouter les gens. Et ils vont renoncer à faire les réformes douloureuses, mais nécessaires, on connaît le laïus, nécessaires pour préserver l'institution, hein, car tout ça fonctionne par antiphrase. Hein. Quand vous entendez « il faut préserver l'institution », il faut entendre le contraire. Bon. Et donc, il a dit, c'est simple, et ça encore en cours, ça, il y a des débats au sommet de l'État là-dessus, et dire on va confier la politique de santé à une agence,
dirigé par un despote bienveillant, un techno, non élu donc, donc lui, qui, pendant 5 ans, fera ce qu'il veut et rendra des comptes au bout de 5 ans. Donc il y a vraiment, je dirais que quand même, il y a au sommet de l'État, mais un peu ce qu'on a observé aussi pour la politique monétaire. Vous savez, c'est-à-dire l'idée ou les banques ou tout ça, c'est-à-dire moins le peuple se mêle de ces affaires-là, mieux c'est. Et donc, il faut avoir ça en tête, parce que la tendance actuelle, c'est pas du tout, donc on va vers une démocratie sanitaire. Si, on va faire des apparences, des façades. Mais en fait, l'idée, fondamentalement, c'était l'idée derrière les ARS, même si les ARS, c'est une bonne idée, c'était de confier ça à des technos qui vont, en quelque sorte, prendre les mesures qui s'imposent, même contre l'avis des populations. Donc il faut avoir en tête que, en quelque sorte, la maladie démocratique de notre système de sécurité sociale, c'est la maladie démocratique plus générale, c'est-à-dire une pensée qui aujourd'hui est très répandue dans les élites politiques et administratives, qu'il y a beaucoup de questions qui sont trop importantes pour être confiées au peuple. Voilà. Mais ça n'excuse pas ça n'excuse pas, me semble-t-il, le fait que le peuple est très peu enclin à réclamer le pouvoir qu'on a tendance à lui prendre. C'est 2 questions différentes. D'accord ? Et il me semble que là, il y a aussi des questions, alors après, c'est des questions assez vertigineuses. En quelque sorte, la maladie démocratique de notre système de santé, c'est la maladie démocratique tout court. Quoi. Voilà. Bah écoutez, notre appel a été signé par la seule FSU. Nous avons été voir Jean-Claude Mailly, Le Pan, etc. Pas un nous a répondu, pas un n'a voulu signer. Non mais c'est une expérience in vivo. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas en tant seulement que chercheur, c'est en tant qu'acteur. Là. On a essayé de mobiliser, on s'est heurté à un mur du silence. Donc la réalité, c'est que si vous regardez, ça va de Michel Rocard à Nicolas Dupont-Aignan. Bon. L'ambiguïté, non, je crois pas. Je crois pas parce que la sécurité... Alors, notre idée, c'était justement, pour avoir un effet majeur sur le débat public, de ne pas apparaître comme de gauche. Il me semble que la sécurité sociale, c'est un bien commun. Et sincèrement, vous avez des gens de droite... Qui ça? Non, mais Rocard ou d'autres. Il y en a d'autres qui ont signé. Il y a toutes les obédiences politiques. Franchement, gauche, à droite... Bon, droite, pas droite. Droite, bon... Mais, et puis vous avez là-dedans des grands professeurs de médecine, vous avez, oui, enfin c'est pas que Michel Rocard, etc. Mais bon, un vaste débat. Mais il me semble que d'ailleurs on a remporté plein de succès. Aujourd'hui on parle de cette question-là, on n'en parlait pas il y a encore 3 mois. Si on n'avait pas mobilisé là-dessus, l'ANI, ça passait comme une lettre à la poste et ça apparaissait pour un grand progrès social alors que c'était un grand bond en arrière. Bon, il y a des grands noms de la médecine, là nous a rejoint Serge Haroche, le prix Nobel de physique. On a des professeurs au Collège de France, on a les plus grands noms des experts en santé, épidémiologistes, médecins, etc. Donc on a réussi à bâtir, on a des anciens ministres du général de Gaulle. Donc il était temps. Alors, franchement, c'était juste. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que quand même la sécurité sociale, c'est quand même un des pivots du consensus national. Donc ça dépasse la seule gauche. Tu as une autre question à poser ? C'est 70%, c'est vrai. Mais en quoi ça la rend plus injuste par rapport... Le discours de... Ce discours-là, un positif sur les réponses aux questions qui ont été posées. Il y a plein de réponses à ça. D'abord, je pense que si ce débat ne se pose pas, c'est qu'en quelque sorte, la solution, il est tranché, mais implicitement. C'est-à-dire que si ce débat ne s'ouvre pas, c'est simplement parce que les choix macroéconomiques, notamment, ont été réglés.
C'est-à-dire, quand vous signez le TSCG, c'est réglé. Et je pense sincèrement qu'il y a toute une partie de l'élite des décideurs politiques, enfin des décideurs politiques, de droite comme de gauche, qui sont aujourd'hui complètement convertis, malgré les discours de façade, sont complètement convertis, je dirais, aux options dominantes qui sont l'impôt c'est mal, la cotisation c'est mal, les dépenses publiques c'est mal, le service public c'est mal, le privé c'est efficient. Voilà, c'est déjà fortement ancré dans les têtes. Après, ça m'emmènerait assez loin, mais je pourrais vous en parler longuement, c'est l'état de déréliction du journalisme en France. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai étudié ça dans une autre vie quand je faisais ma thèse. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui n'y connaissent rien, n'ont aucune expertise, qui aujourd'hui partagent les lieux communs. Vous savez, par exemple, premier lieu commun, enfin un lieu commun, c'est ce qui... Alors on l'a vu avec l'Appel, j'en parle, parce que moi j'étais dégoûté, hein, l'Appel. Je regarde, c'est paru dans le Parisien, vous allez sur le site du Parisien, vous lisez. Ouais, si on ne payait pas la CMU, la santé de ces feignasses à la CMU ou à l'AME, ça irait vachement mieux. Vous voyez, donc ça va, donc là, on risque pas la crampe cérébrale, hein, franchement. Bon, alors, bon déjà, enfin, vous voyez, alors, vous savez toute la question de la fraude sociale. Alors, ce qui me fait rire sur la fraude sociale... 0,1%. Pardon ? 0,1%. Il y a un rapport, alors, vous allez dire, et c'est pas un gauchiste, c'est un député de l'UMP. C'est un député de l'UMP qui s'appelle Tian, qui a remis un rapport en 2010, je crois, par route d'honneur. Et le mec, il était persuadé qu'il allait trouver une fraude sociale énorme chez les salariés, c'est ça qui mine la sécurité sociale, etc. Qu'est-ce qu'il trouve ? Ah, c'est pas de bol, mais il a dû l'écrire quand même. Sur 10 milliards, évidemment évalués, parce que tout ça, c'est à la louche, de fraude sociale, 8 milliards les entreprises, 2 milliards imputables aux assurés sociaux. Donc déjà, on a un problème, quand on est de droite, je veux dire. Bon. Et en plus, pas de bol, si vous mettez ces 2 milliards en regard d'un autre chiffre qui est celui du non-recours au droit. C'est-à-dire tous les gens qui, notamment parce qu'on les stigmatise, les assurés, qui ne recourent pas au RSA, qui ne demandent pas alors je parle juste de la santé, de la CMU, de la CS, etc., ou de l'aide médicale d'État, en fait, vous apercevez que 2 milliards, c'est rien. En fait, en gros, aujourd'hui, la sécurité sociale a la chance que, finalement, on ait des assurés sociaux aussi sages. Voire que ceux qui ont le droit ne le réclament pas et qu'on fraude aussi peu. D'accord ? Alors effectivement, c'est infime la fraude sociale. C'est infime. Mais effectivement, on va se focaliser surtout. Alors un journaliste, il va vous poser que cette question-là. Oui, mais alors le tourisme médical des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Je rappelle que CMU plus AME égale 7,5% de mémoire des dépenses d'assurance maladie, de l'ONDAM. 7,5%. Même l'inspection générale des finances, donc on va dire un repère de gauchistes, et l'IGAS ont fait un rapport pour démontrer que l'aide médicale d'État, non seulement c'était un programme rentable, mais qu'il fallait même augmenter le budget. Alors quand l'inspection générale des finances dit qu'il faut augmenter des budgets, ça mérite de regarder les choses de près, voyez, parce que c'est rentable. Alors, mais voilà, vous avez tous ces lieux communs, et quand vous regardiez le site du Parisien, vous aviez que ça. La haine, au passage, la haine du CMUiste, la haine du bénéficiaire de l'AME, etc. D'où une leçon politique clé. Vous savez, aujourd'hui, faire du social généreux, en France, par les temps qui courent, c'est de dire on va mettre le paquet sur les plus pauvres. Alors vous avez entendu, par exemple, Hollande récemment dire on va relever le plafond de la CMU. Bravo, magnifique. Je rappelle que la CMU, pour un type comme Pierre Laroque, c'était une régression. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale a été bâtie contre l'assistance, contre les pratiques d'assistance, c'est-à-dire toutes notamment ces allocations sous conditions de ressources ou de bon comportement. Vous savez, il faut montrer patte blanche que vous êtes un pauvre qui n'en veut. Vous voyez, hein, qui veut s'en sortir, puis qui est bien sage, bien gentil, etc. Bon. Et donc la CMU complémentaire, c'est une prestation d'assistance. Or, retenez cette règle générale, qui a beaucoup plu à Grimaldi, il avait inventé, c'était un système pour les plus pauvres devient rapidement un pauvre système. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un système pour les plus pauvres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui le financent, ce n'est pas ceux qui en bénéficient. Et donc, dès que vous avez des pressions sur les budgets, en fait, les classes moyennes et supérieures vont dire pourquoi on entretient ces parasites ?
Donc vous avez, à chaque fois qu'il y a une crise économique, l'aide médicale d'État, la CMU complémentaire, tout ça revient. Donc ce qu'il faut défendre, c'est l'universalité des systèmes. C'est-à-dire, l'assurance maladie, c'est un droit. Pareil sur les dépassements d'honoraires. J'en finis là, sur les dépassements d'honoraires. On dit, grand progrès, on a dit à des médecins, ils pourront pratiquer 50%, je ne sais plus, 30%, ils devront pratiquer des tarifs conventionnés. Et puis, pour le reste, ils pourront faire des dépassements d'honoraires. Mais au moins, ça régule les dépassements d'honoraires. Quel grand progrès. On donne aux médecins le choix de choisir ses pauvres. Or, le paternalisme médical, alors déjà, il va falloir aller chez le médecin avec un costume élimé, donc ne le jetez pas. Et surtout, enfin, l'idée que vous devez, tiens, toi tu vas payer, toi tu vas pas payer, c'est contraire même au principe du droit à l'assurance maladie. C'est un droit, ça ne se négocie pas un droit. Voilà. Donc tout ce qui relève des pratiques d'assistante, aide à la chaîne complémentaire santé, CMU, c'est un recul par rapport là, pour le coup, au principe de la sécurité sociale, quoi. Non, mais sur la santé, sur l'élargissement de la bulle. Vous avez parlé Non, mais sur la question des syndicats, soyons clairs, moi j'ai plein de sympathie pour les syndicats. Je constate simplement moi j'ai été indigné du silence qu'on a rencontré lorsqu'on a porté la défense de la sécurité sociale de la part des syndicats. Moi, franchement, je suis parti la fleur au fusil. Je pensais que la CGT allait signer. Je pensais que même FO allait signer. Bon, pas la CFDT, elle avait signé l'accord. Et alors qu'ils s'y étaient opposés, ils n'ont pas signé. Donc quand même, qu'est-ce que ça nous dit de tout ça? Enfin, je veux dire, c'est quand même... je me souviens, en 95, Blondel parlait, quand il parlait du plan Juppé, il dit c'est un hold-up sur la sécurité sociale. Bon. Or là, on n'a plus rien. Ils ne se battent plus. Concrètement, ils ont déserté le terrain sur la Sécu. Alors ça, je ne nie pas que l'adversaire est très fort, mais il n'empêche que je pense qu'il y a aussi une désertion. Alors après, sur les élections à la sécurité sociale, mais il fallait voir le taux de participation aux élections de la sécurité sociale. Je veux dire, il était infime. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment ce qui a mobilisé les syndicats. Donc moi, je dis simplement qu'effectivement, ça pose la question aussi de la position des syndicats par rapport aujourd'hui à la sécurité sociale. Et là encore, c'est une question qui n'est pas évoquée publiquement. Voilà. Et je pense que l'accord Annie a été une sorte de révélateur aussi. Aujourd'hui, que les syndicats ont abandonné l'assurance maladie. Je ne parle pas des retraites, je ne parle pas de l'assurance chômage, parce que ça reste de l'assurance sociale. Mais la santé, on considère que c'est l'État. Et puis, on est en train de faire une sécubis au-dessus. Je vais juste vous dire que, pour être plus terre à terre, j'ai fait une revue de tous les articles qui sont sortis sur les différents pays, en particulier sur les régressions et sur les manifs. Donc ça sera sur un lien qui sera sur le site de la JET. Je voulais dire aussi, concernant les 30% dont tu parlais, qui étaient le médical, tu nous as montré l'importance des inégalités sociales de santé. Tu nous as montré aussi l'importance de l'amont de l'hôpital, c'est-à-dire d'une organisation réelle des soins primaires que nous n'avons pas en France. Mais que penses-tu quand même de l'argent qu'on pourrait économiser dans ce qui est purement médical? Je donne juste 2 chiffres. 30 milliards d'examens inutiles, 10 milliards de médicaments qui ne servent à rien. On pourrait peut-être utiliser cet argent pour faire de la prévention, de l'éducation sanitaire, de la démocratie sanitaire, etc. Ouais, je suis complètement d'accord sur cette question-là. Enfin, clairement, c'est ce que je voulais dire quand on n'en a pas pour notre argent. C'est-à-dire que clairement, alors j'aime pas le terme gaspillage parce que j'ai l'impression que je suis possédé par apathie, donc ça m'inquiète. Vous savez, gaspillage, on a l'impression que c'est scientifique. Enfin bon, qu'est-ce que c'est qu'un gaspillage? Je veux dire, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est un fait que aujourd'hui, c'est toute la question, par exemple. Et vous savez, il y a un débat, et ça va répondre à ta question, sur le panier de soins. C'est-à-dire comment on définit, et ça c'est un enjeu démocratique, comment on définit le périmètre de solidarité. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, collectivement, nous décidons de considérer comme étant un bien public, un droit fondamental d'accéder à un certain nombre de soins. Bon. Alors moi, je suis, avec Grimaldi, Tabuteau ne serait peut-être pas forcément d'accord avec ça totalement. On dirait finalement, nous, on est pour un panier de soins, je l'ai dit, financé à 100%. Mais sur 2 critères. Un, ça a été l'efficacité médico-économique a été reconnue, c'est-à-dire l'efficacité clinique, et puis l'efficacité, et puis le rapport coût-bénéfice.
Et d'autre part, une légitimation démocratique, une vraie choix démocratique. Alors, des fois, je sais que cette idée peut être à double tranchant, parce que quand on entend panier de soins, on se dit « Ah oui, mais les libéraux, ils vont le définir à minima. » Vous voyez? Alors que nous, évidemment, on est pour un maximaliste. Mais de revoir toute la pharmacopée, effectivement, et de revoir, et pas seulement la pharmacopée, aussi les pratiques médicales, et d'être beaucoup plus rigoureux, parce que c'est de l'argent public, ça doit être géré de manière efficace. Merci. Et voilà. Mais aujourd'hui, on a le panier de soins. Mais qui a décidé que d'avoir de bonnes dents ou de voir clair, c'était un luxe? Vous le savez, vous, qui a décidé ça? Moi, je ne le sais pas. On a décidé, comme ça, de dire que c'était un bien de confort que d'avoir des dents et d'y voir. Alors, si vous n'y voyez pas, que vous n'avez pas de dents pour trouver un boulot, déjà, c'est compliqué. Mais vous voyez, et en fait, en France, en fait, on a décidé, vous voyez, c'est là la politique, c'est là l'absence de démocratie. On rembourse plein de trucs, mais un coup à 65%, un coup à 35%, un coup à 15%. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un médicament 15% utile. Soit il est utile, soit il n'est pas utile. S'il est utile, il est remboursé à 100%. S'il n'est pas utile, c'est à 15%. Donc moi, je suis pour un panier plus resserré, mais remboursé à 100%. Voilà. Et tout ce qui ne figure pas dans le panier, effectivement, est pris en charge. Alors, il me semble que pour répondre à la critique d'une définition, je dirais, à minima du panier de soins, c'est la caution, c'est pas la caution, c'est le débat démocratique. C'est-à-dire que ça, pour le coup, nous devons débattre collectivement, et c'est ça la démocratie sanitaire, nous devons nous intéresser collectivement, quelle part de notre richesse nous consacrons à la santé, voilà, et à l'intérieur, et dans cette part, à qui on la loue, à quoi on la loue. Mais actuellement, c'est irrationnel, on a un panier hyper large, mais avec des taux de remboursement des fois dérisoires ou inégaux, etc. Donc ça suppose effectivement cette question de revoir le périmètre de la définition. Ce qui suppose, l'indépendance des experts qui vont faire l'évaluation clinique et économique, médico-économique, mais aussi un vrai débat démocratique sur ces questions-là. Et le vrai verrou à une vision restrictive du panier, c'est le verrou démocratique. Mais si vous comptez sur le Parlement pour le faire, je ne suis pas sûr. Pourquoi vous vous posez la question? De toute façon, vous partez du principe que tout marcherait correctement. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Je ne vois pas pourquoi. Mais qui... Du coup, ça serait parfait. C'est pas possible. Mais c'est très vague. Mais qu'est-ce qui ne marche pas correctement? Par exemple, l'attribution quand vous parlez des médicaments adhérents qui ne servent à rien, qui ne servent à rien, quoi. Oui, mais regardez, là c'est un débat, on est schizophrène nous en France, parce que, par exemple, sur le médicament, dès qu'on dérembourse des médicaments, on va tous gueuler. On va dire, c'est pas normal, on dérembourse, c'est la privatisation de la Sécu. Mais quand même, on aurait largement dû dérembourser le Mediator. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est un peu schizophrène. C'est pareil sur l'emploi. Que fait un laboratoire pharmaceutique? Je l'ai vu, ça. De mes yeux vus, je l'ai été avec le LEM, etc., les entreprises de médicaments, le syndicat. Dès qu'on veut dérembourser des médicaments, qu'est-ce qu'ils disent? On supprime autant d'emplois, on délocalise. Donc est-ce qu'on est prêt aussi à accepter le chantage à l'emploi et à faire face au chantage à l'emploi de l'industrie pharmaceutique? Donc il faut pas, on n'aura pas tout. C'est-à-dire que si on entame le bras de fer avec l'industrie, ouais, c'est sûr, il va y avoir des conséquences. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je mets ça dans la sécurité sanitaire. La parole est à gauche. Ça c'est une bonne question. Et je rappelle que l'Alsace-Moselle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un débat très intéressant parce qu'ils ont un régime local qui est une complémentaire financée par tous les salariés avec des cotisations. Aujourd'hui, c'est 1,2%, je crois. Ça a baissé, c'était 2 historiquement, c'est 1,2%. Et donc, c'est une complémentaire santé qui permet, en gros, de couvrir quasiment, très bien, si vous voulez, adossé au régime obligatoire, mais qui est parapublic, cette complémentaire, et qui permet de rembourser très bien un certain nombre de soins. Elle est beaucoup plus performante et elle est en équilibre. Le régime est équilibré, oui. Oui. Alors, pourquoi elle est équilibrée? Alors, pour plein de raisons. Elle est liée à la situation économique de l'Alsace-Moselle, elle est liée à la richesse aussi de... Alors, ça change, ça dépend. Et puis, à des traditions, des pratiques aussi, etc. Mais ça montre une chose. Alors, c'est compliqué, l'Alsace-Moselle, c'est pas bien clair, cette question. En tout cas, c'est vrai qu'il est performant. Et c'est pour ça qu'on propose... Alors, j'en finis avec Grimaldi, on a proposé un truc pour bien emmerder le monde. Une sécu complémentaire. Ah, d'accord, vous ne voulez pas... Donc...
une CQC. C'est-à-dire, au-dessus de la Sécu, de mettre une complémentaire version Alsace-Moselle. Voilà. Et on verra ce qu'ils choisissent, les gens. S'ils choisissent la complémentaire, Sécu, c'est un peu comme la CMU-C. Vous savez, ils avaient le choix, hein, parce que je rappelle que dans la CMU-C, au départ, les bénéficiaires pouvaient choisir un assureur, une mutuelle ou une CPAM. Ils ont tous choisi la CPAM. Donc vous avez raison que l'Alsace-Moselle, c'est une expérience intéressante. Alors nous, on nous a dit, vous n'y pensez pas, ça coûterait trop cher. Bon, c'est sûr que, voilà, je ne vois pas en quoi ça coûterait plus cher. Mais oui, mais on en revient effectivement à des questions beaucoup plus... Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, et c'est loin de se résumer plutôt à la question des gaspillages. C'est qu'effectivement, il y a des pratiques et des habitudes de recours aux soins. C'est-à-dire, par exemple, il suffit que la médecine de premier recours soit mieux organisée, et au final, vous avez moins de dépenses. Tout simplement parce que des gens qui tardent à se soigner, parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins ambulatoires, ils vont se soigner plus cher à l'hôpital. Bon. Et donc, effectivement, vous avez... Tout ça est pris, effectivement, dans des rapports aux médicaments, des rapports à la médecine qui sont différents, etc. En France, on a tout fait, effectivement, pour médicaliser un certain nombre de problèmes sociaux. Donc je suis d'accord qu'il y a des problèmes, même si j'aime pas le terme culture, parce que culture, c'est ce qu'on invoque quand on n'arrive plus à rien expliquer. Ah c'est la culture des Allemands, bon voilà. Cela dit, les Allemands, quand même, ont connu une érosion assez forte de leur protection maladie ces dernières années, hein, depuis Schröder. Donc il y a eu des mesures aussi drastiques en termes de copaiement, enfin de tickets modérateurs, etc. Puis il y a quand même un système de médecine à 2 vitesses en Allemagne, hein, qu'on ne dit pas clairement, mais qui existe. On s'excuse, mais c'est l'heure. On vous remercie d'être venus aussi nombreux. On remercie Frédéric d'être venu.